Bonjour, bon matin. Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance de la programmation du mois de mai, un mois centré sur la main-d'œuvre et tous les défis et enjeux que ça comprend dans le commerce de détail au Québec, spécifiquement, bien entendu. Donc, une nouvelle conférence pour HOP, le sommet du commerce de détail 2021. J'ai le grand plaisir ce matin de vous présenter notre conférencière du jour, Mme Annick Pelletier, la vice-présidente du langage de marque chez Bleu, Blanc, Rouge. Elle nous fait l'honneur de venir partager son grand savoir avec nous ce matin sur les meilleures pratiques de francisation en milieu de travail. Donc, un sujet encore plus d'actualité avec la récente annonce qu'il y a eu. Donc, elle va passer le temps ce matin de de partager son savoir avec vous. Donc, profitez-en. Aussi, d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à lui poser vos questions. On vous invite à le faire dans la section questions-réponses, Q&A en bas de l'écran. N'importe quand durant la séance, n'hésitez pas à mettre vos idées et on a une séance de questions de prévues à la fin. Donc, c'est le moment. Profitez-en. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Pelletier pour la séance. Bon visionnement. Merci Camille. Je vais d'abord partager mon écran avec vous. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien mes diapositives. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler de francisation dans un contexte de ressources humaines, de milieu de travail. Je vais d'abord me présenter pour que vous ayez une idée de mon expérience en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je suis traductrice de formation, traductrice agréée, membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. J'ai commencé ma carrière à la Compagnie de la Baie du Thon en traduction et au fil des ans, je me suis occupée de francisation. Donc, j'ai été là pendant 20 ans. J'en ai vu beaucoup de sujets de francisation. Ensuite, j'ai été recrutée en 2012 par Target, le détaillant américain, quand ils sont venus s'installer au Canada. On m'a demandé de monter le service linguistique et de mettre en place des politiques de francisation. D'ailleurs, en 2014, si je me souviens bien, on a remporté un mérite du français de l'OQLF pour tous nos efforts en francisation. À la suite de la fermeture de Target, malheureusement, j'ai fait un petit séjour en cabinet de traduction pour ensuite me retrouver chez Rogers, la compagnie de télécom, pour m'occuper encore une fois des services linguistiques et de tout ce qui était francisation. Je suis depuis près d'un an à l'agence de publicité Bleu, Blanc, Rouge où je dirige une équipe de spécialistes en traduction, révision, rédaction pour des clients comme Cinéplex, Desjardins ou Apple, par exemple. J'ai donc une certaine expérience en francisation, on pourrait même dire une expérience certaine. À la compagnie de la Baie du Thon, comme je vous disais, je m'occupais de plaintes qu'on recevait de clients et de l'OQLF. J'en ai vu de toutes les couleurs et c'est toujours stressant de recevoir des plaintes de francisation. Avec un peu d'imagination et de bonne volonté, on trouve toujours une solution viable. Au fil des ans, j'ai constaté que les exigences de la charte n'étaient pas toujours bien comprises par les entreprises. Contrairement à la croyance populaire, la francisation, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Donc aujourd'hui, j'espère que la présentation va vous aider à y voir plus clair. Comme j'ai passé la majeure partie de ma carrière dans le commerce de détail, comme vous avez pu voir, je comprends très bien votre situation en tant que détaillant et détaillante qui doivent composer avec des problématiques complexes. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un tour d'horizon de la francisation en général, mais de m'attarder un peu plus sur la langue en milieu de travail. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme l'a dit Camille, n'hésitez pas à le mettre dans le clavardage. Je vais me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. J'aimerais vraiment que cette rencontre soit pratico-pratique pour vous, que vous puissiez en retirer l'information qui va vous être utile dans votre quotidien.
Camille l'a mentionné aussi, vous le savez, le gouvernement Legault a déposé le projet de loi 96 jeudi dernier. Cette loi, si elle est adoptée l'automne prochain, et les chances qu'elle le soit sont très élevées, va ajouter des obligations et étendre des mesures qui étaient réservées aux entreprises de 50 employés et plus, aux entreprises de plus petite taille. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher en détail sur le projet de loi 96, mais j'ai quand même pu me faire une tête au cours des derniers jours. Donc, j'ai fait quelques modifications à ma présentation initiale pour pouvoir intégrer les grandes lignes de la réforme. Avant de plonger dans le vif du sujet, voyons un peu le français dans l'actualité ces derniers temps. Depuis plusieurs mois, la question du français dans les affaires fait les manchettes de tous les journaux au Québec. Il ne se passe pas une semaine ou peut-être même une journée où on n'en parle pas dans les différents quotidiens. La question du déclin du français au Québec et particulièrement dans la région de Montréal inquiète et fait réagir. C'est d'ailleurs en grande partie pour cette raison-là que le gouvernement a décidé d'apporter des modifications à la charte. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, la francisation, dans un contexte de ressources humaines? Comment savoir si vous êtes conforme? Et est-ce que les nouvelles mesures sont complexes? En fait, comme vous allez le constater, l'esprit de la loi actuelle et les obligations qui l'accompagnent restent pas mal les mêmes. Pour ce qui est de votre situation de conformité, je suis certaine que vous avez déjà des choses en place sans peut-être même le savoir. Voyons d'abord quelques statistiques intéressantes sur le français. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, 77 % de la population québécoise utilise le français comme première langue officielle parlée. Ce chiffre est en constant recul depuis plusieurs années. On a bien hâte de voir les résultats du recensement de cette année, alors allez le remplir. Ensuite, d'après une étude de l'OQLF effectuée en 2018, 73 % des travailleurs et travailleuses du Québec utilisaient le plus souvent le français au travail. 73 %, c'est quand même un bon chiffre, c'est une majorité, mais on constate aussi que ce chiffre-là est en déclin depuis plusieurs années et qu'il faut réagir avant que la situation se dégrade davantage. Plus récemment, une consultation du Conseil du patronat du Québec auprès de ses membres révélait que 40 % des entreprises québécoises, lors de leurs dernières embauches, ont exigé ou souhaité que leurs employés aient des compétences en anglais. Ce chiffre s'élève à 63 % à Montréal. J'imagine que ces chiffres-là ne vous étonnent pas. En tout cas, moi, je ne suis pas surprise. La réalité, c'est que l'anglais est de plus en plus utilisé partout dans le monde et que si on veut étendre son marché, il devient inévitable de parler cette langue-là. Mais l'autre réalité, c'est que le français est en recul et que tout le monde a sa part de responsabilité dans sa protection. Voyons maintenant les principaux enjeux de francisation. En ce qui concerne les entreprises et les commerçants, la Charte de la langue française fait du français la langue du commerce et des affaires. De là découle qu'elle est aussi la langue de l'accueil et du service et la langue en milieu de travail. Puisque le sujet du webinaire d'aujourd'hui se concentre sur la francisation dans un contexte de ressources humaines, je vais vous parler du français comme langue des communications, des outils de travail, du recrutement et de l'embauche. Je vais aussi aborder la question de l'exigence de la connaissance d'une autre langue et de la francisation du personnel non francophone, un enjeu criant avec la pénurie de main-d'œuvre et l'utilisation de main-d'œuvre issue de l'immigration. Voyons d'abord la langue en milieu de travail. Voici en gros ce que dit la Charte. En règle générale, pour les communications écrites à l'intention du personnel du Québec, elles doivent être en français. Le français peut être accompagné d'une autre langue pourvu qu'on respecte la notion d'équivalence. Je vous explique un petit peu le concept d'équivalence parce qu'il y a quand même différents aspects qui y touchent. Donc, le français doit être présenté dans les mêmes conditions que l'anglais. Par exemple, la taille des caractères doit être équivalente
On sait que le français est souvent plus long que l'anglais. Dans le domaine de la traduction, on considère que c'est à peu près 30% plus long. Donc, on a tendance, pour faire rentrer le français dans la mise en page prévue à l'anglais, on a tendance à réduire les caractères. Ce n'est pas une bonne idée parce que ça rend votre documentation non conforme à la charte. Donc, il faut faire attention à la mise en page. Ou encore, un autre exemple, c'est que la distribution doit être faite dans les mêmes conditions. Par exemple, si vous mettez le document en anglais sur une page très facilement accessible, disons la page d'accueil de votre site, de votre intranet, mais que le français se trouve dans le 8e onglet d'une page secondaire, ça ne fonctionne pas. Le français n'est pas présenté de façon équivalente. Ensuite, la documentation nécessaire à l'accomplissement des tâches doit être en français. Donc, un employé, pour accomplir son travail au quotidien, doit obtenir la documentation nécessaire en français. Des exemples de communication écrite, ça peut être des politiques d'entreprise, comme le code vestimentaire, le code d'éthique, la politique entourant les médias sociaux, par exemple. Du matériel des ressources humaines, ça peut être des documents sur les avantages sociaux, le relevé de paye, des formulaires d'évaluation, etc. Ensuite, les outils et les systèmes liés aux médias sociaux, aux sites Internet et intranet de votre entreprise. Dans les outils informatiques, évidemment, on parle de logiciels. Les annonces et notes de service, ça peut être un avis de promotion, des nouvelles sur l'entreprise, des invitations à un pique-nique. Éventuellement, on va y retourner. Donc, ces annonces-là, ces communications-là doivent être en français. Tout le matériel de référence que vous mettez à la disposition de vos employés, ça, c'est différents documents informatifs là, que vous distribuez. Et ensuite, le matériel de formation. Donc, toutes ces communications écrites-là doivent être au moins disponibles en français pour vos employés. Pour ce qui est des communications orales, le français doit être mis de l'avant dans les communications orales liées au travail. On s'attend des employeurs qui fassent la promotion du français tant à l'écrit qu'à l'oral. On ne parle pas ici des conversations informelles dans le corridor, sur le lunch, à la cafétéria. Non, non, c'est vraiment les communications dans le cadre du travail. Ensuite, on doit s'efforcer de tenir en français les appels téléphoniques, vidéoconférences, réunions, séances d'encadrement, toutes sortes de réunions là, et interactions verbales dans le cadre formel du travail. Si ces interactions verbales incluent des intervenants non francophones, on devrait fournir aux francophones les moyens de s'exprimer en français. Bon, ces deux derniers points relèvent de bonnes pratiques. Ce n'est pas inscrit nécessairement dans la charte. La charte ne va pas dans ce genre de détails-là. Vous savez, en bon Québécois, Québécoise qu'on est, on a tendance à parler, à passer à l'anglais quand on discute avec des gens qui ne sont pas très à l'aise en français. C'est normal, c'est bien. Dans le cadre du travail, ça peut être utile, ça accélère souvent les choses. On veut être inclusif, mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de promouvoir l'utilisation du français. Là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait si les interactions verbales se font avec des non-francophones à l'extérieur du Québec. La charte ne régit aucunement les interactions avec d'autres géographies, si vous voulez. Il n'est pas question qu'on se mette à légiférer là, pour des marchés sur lesquels le Québec n'a pas de juridiction. Donc, il n'y a aucun problème à parler en anglais ou dans une autre langue dans des réunions avec des collègues ou des clients d'autres provinces ou d'autres pays. J'entends vos soupirs de soulagement. Par contre, n'oubliez pas que certaines personnes de votre équipe ne sont peut-être pas très à l'aise dans une autre langue, souvent l'anglais, pour bien s'exprimer ou comprendre les enjeux qui sont discutés. Ces personnes-là peuvent être gênées à cause de leur accent ou de leur manque de vocabulaire. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et du côté de vos employés,
Pensez à des moyens de leur permettre de s'exprimer pleinement, sans gêne. Ça peut être en réservant une période de questions ou d'intervention en français pour ceux ou celles qui n'auraient pas bien compris les interactions dans une autre langue, ou encore en fournissant un résumé en français de la réunion. Il faut faire preuve de créativité. Il y a toujours des solutions pour s'assurer que le français est mis de l'avant. Ensuite, du côté de la langue des outils de travail, le matériel informatique et les logiciels devraient être en français par défaut. Je vous lis ce que dit actuellement l'OQLF sur son site à propos de la langue des outils informatiques. Certains membres du personnel peuvent exprimer une préférence pour la version anglaise, si l'employeur est d'accord pour la mettre à leur disposition. Mais ces choix individuels des employés, on parle ici, ne doivent pas compromettre la généralisation de l'usage du français dans l'entreprise. En pratique, l'Office demande que la version française soit accessible sur tous les postes de travail en premier ou par défaut. J'ai mentionné plus tôt que le projet de loi 96 étendait certaines obligations aux entreprises qui emploient entre 25 et 49 personnes. C'est le cas pour les outils informatiques. Donc, les entreprises visées vont avoir 3 ans pour se préparer. Si j'ai un conseil à vous donner dans ce domaine-là, c'est de vous préparer le plus vite possible à installer les versions françaises des logiciels que vous utilisez en ce moment, si ce n'est pas déjà fait. Même si vous êtes une très petite entreprise et que vous n'êtes pas visé par la loi, vous avez moins de 25 employés, vous avez probablement des projets de croissance en tant qu'entreprise. Généralement, on veut croître, on veut gagner d'autres marchés. Donc, il faut prévoir la croissance. C'est toujours une bonne idée là, de partir du bon pied. Puis, comme vous le savez, c'est difficile de changer des habitudes qui sont bien ancrées. Les gens s'habituent à une interface dans une langue, puis quand on leur change, même si les boutons sont tous au même endroit, les menus, c'est les mêmes, c'est juste les mots qui changent, on sent que les gens prennent panique, puis ils ne se retrouvent plus. Donc, allez-y dès le départ avec des logiciels en français. Je pense que vous ne le regretterez pas. Les accommodements sont toujours possibles, comme on l'a dit, mais là encore, il faut garder le portrait, il faut garder en tête le portrait d'ensemble. Mettons de côté la loi une minute. Si on regarde la situation d'un côté pratique, est-ce qu'en accordant une exception, vous ne risquez pas de devoir accommoder plusieurs autres employés pour éviter les frustrations ou le sentiment d'iniquité? Ou encore, est-ce que vous aidez vraiment un employé qui ne parle pas bien français en lui donnant des outils de travail dans une autre langue? Pourquoi pas favoriser son intégration ou son apprentissage en lui procurant un environnement de travail en français? Croyez-moi, je le sais, c'est pas facile. J'ai souvent reçu des demandes d'exemption d'employés qui voulaient que leur ordinateur soit en anglais. Souvent, c'était juste une question d'habitude. Comme je disais, ces gens-là avaient une version à la maison qui était soit piratée ou qui était moins chère en anglais. Puis, ils étaient un petit peu perdus dans l'interface française quand ils se retrouvaient sur leur ordinateur au bureau. Donc, ils étaient frustrés quand on ne leur accordait pas d'exemption. Tranche de vie ici, j'ai déjà même été accusée par un employé de brimer ses droits et libertés parce que je refusais de lui accorder un poste de travail en anglais. Il m'a dit qu'il me poursuivrait en cours. Je vous rassure, ça ne s'est pas passé. J'imagine que sa colère s'est dissipée. Tout ça est délicat, c'est émotif. On a 400 ans d'histoire derrière nous, donc il faut faire attention, mais c'est aussi une question d'équité et de gros bon sens. Dans certains cas, je vous le dis, il vaut mieux pas céder, ne pas céder, si on ne veut pas se mettre la main dans le tordeur. Ensuite, pour terminer avec les outils de travail, le matériel et la machinerie, évidemment, toutes les inscriptions, les marches à suivre, les mises en garde doivent être en français ou en français accompagné d'une autre langue. Évidemment, tout ce qui touche la santé et la sécurité des employés, c'est très important que ce soit compris et donc ça doit être en français au Québec.
Passons maintenant à la langue de recrutement et d'embauche. Vos offres d'emploi doivent absolument paraître en français, que ce soit sur votre site web, dans les journaux, malgré qu'on en voit de moins en moins, ou encore sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire paraître vos offres dans une autre langue, mais le français doit être mis en valeur de façon égale. Un petit peu comme pour la documentation écrite, là, l'équivalence, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier une offre d'emploi en français dans une espèce de publication inconnue que personne ne lit, alors que votre offre d'emploi en anglais se retrouve dans The Gazette, par exemple. C'est important là, d'avoir une équivalence dans la visibilité de vos offres d'emploi. Ensuite, les entrevues d'embauche doivent se faire en français. Là encore, c'est facile de passer à l'anglais ou une autre langue quand vous voyez que le candidat ou la candidate a de la difficulté en français. Mais n'oubliez pas qu'au bout du compte, vous avez la responsabilité d'offrir des services et des produits en français au public québécois. Le projet de loi 96 est très clair là-dessus. Vous devez offrir un service en français. Et maintenant, des recours seront disponibles pour les personnes qui ne seront pas servies en français. Les détails ne sont pas clairs encore, ça n'a pas été détaillé par le ministre Jolin Barrette, mais on parle vraiment de recours contre les commerçants qui n'offriront pas des services en français. Par conséquent, vous ne vous rendez pas service si vous ne vérifiez pas la maîtrise du français dès le départ quand vous embauchez. Par contre, vous pouvez aussi soutenir une personne qui a toutes les compétences et le profil que vous recherchez avec une démarche de francisation individuelle. Je vais y revenir plus tard. Les documents entourant le processus d'embauche doivent être en français. Description de poste, formulaire à remplir, etc. Dans les grandes entreprises en particulier, les candidats/candidates peuvent choisir leur langue de préférence et recevoir les documents personnels dans cette langue. Si vous êtes une petite entreprise, faites attention de ne pas trop vous compliquer la vie en vous obligeant à faire tout en double. Et n'oubliez pas que si ces documents-là sont nécessaires à une autre personne dans votre entreprise pour faire son propre travail, un commis comptable par exemple ou un adjoint aux ressources humaines, bien, ces personnes-là peuvent exiger une version française des documents puisque pour eux, ce sont des documents de travail. Donc, tout est dans tout. Pour les documents connexes, oui, je l'ai mentionné, les communications doivent être en français. Maintenant, pour ce qui est de la connaissance d'une autre langue, c'est un autre sujet sensible ici. La loi dit qu'on ne peut pas exiger la connaissance d'une autre langue que le français sans raison valable. Bon, ici, j'insiste, à moins qu'on puisse démontrer que la maîtrise de cette langue est absolument nécessaire pour s'acquitter d'une fonction donnée, on ne peut pas exiger une autre langue. D'ailleurs, encore une fois, le projet de loi 96 prévoit un encadrement plus strict de cet aspect-là. Les modalités sont inconnues pour l'instant, mais ce sera à surveiller. Ensuite, un employeur ne peut pas congédier, mettre à pied, rétrograder ou déplacer un membre du personnel parce qu'il ou elle ne connaît pas suffisamment une autre langue que le français. Et surtout, on ne peut pas favoriser un candidat ou une candidate qui ne maîtrise pas le français plutôt qu'une personne francophone qui ne connaîtrait pas une autre langue. Donc, on ne peut pas favoriser un candidat qui ne maîtrise pas le français si on a un autre candidat ou candidate qui, lui ou elle, maîtrise cette langue-là. Bon, vous allez me dire, dans un commerce du Grand Montréal, par exemple, où la clientèle étrangère ne parle pas nécessairement le français, comment on s'assure de servir cette clientèle-là si les employés ne parlent pas anglais, la langue universelle? Rassurez-vous, il y a des solutions. Par exemple, et j'ai déjà eu à le mettre en place dans des emplois précédents, on peut jumeler les employés pour s'assurer qu'au moins un certain nombre parlent anglais. De cette façon-là, un employé francophone pourra toujours demander de l'aide à un ou une collègue pour servir la clientèle. Il y a toujours des moyens de se débrouiller, il suffit d'être créatif. Pour ce qui est de la formation du personnel non francophone, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme c'est actuellement,
ça peut être difficile de trouver des employés francophones. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout plein de choses qu'on peut faire qui sont très intéressantes, qui vont au-delà du cadre de travail. Par exemple, le parrainage. Vous pouvez nommer des membres de votre personnel qui parlent très bien français, responsables de l'intégration des recrues. Ces recrues-là qui ont de la difficulté avec le français pourront être accompagnés par un employé non seulement expérimenté dans l'entreprise, mais qui peut les aider avec le français. Ça donne une responsabilité qui peut être très valorisante. Ensuite, des jumelages culturels. Il s'agit de jumeler des employés issus de l'immigration avec des Québécois et Québécoises de souche ou des employés qui proviennent d'autres pays francophones pour favoriser les échanges linguistiques et culturels. Les possibilités sont nombreuses. On parle de midi-causerie, où est-ce qu'on trouve un sujet de conversation sur l'heure du lunch, puis on se force à parler en français, des clubs de lecture, ou même on se donne une émission de télé à regarder tous ensemble, ou chacun de son côté, et le lendemain, on en parle au bureau avec un café ou sur l'heure du lunch. Ça permet des beaux échanges qui vont au-delà du cadre de travail. Les avantages, c'est que toutes ces solutions-là favorisent l'intégration, non seulement sur les lieux de travail, mais aussi dans la société. Vous parlez d'un beau projet inclusif et rassembleur. Et quand tout le monde peut parler la même langue, évidemment, ça favorise la productivité, on se comprend bien, ça va vite, c'est beaucoup plus productif. Pour ce qui est des ressources, il y en a encore plusieurs. Je vous en ai sorti quelques-unes. D'abord, il y a Memo, mon assistant pour la francisation. C'est un outil qui vient de sortir il y a quelques semaines. C'est l'OQLF qui a fait ça. Il y a vraiment beaucoup de ressources là-dessus. Il y a une boîte à outils et même un outil de diagnostic. Donc, vous pouvez répondre à plusieurs questions. Je l'ai fait, il me semble qu'il y a une vingtaine de questions. En tout cas, ce n'est pas très long, 10-15 minutes pour répondre à toutes les questions. Et puis, vous vous retrouvez avec un diagnostic de votre situation, puis vous voyez où vous êtes conforme et où vous avez du travail à faire. C'est très, très utile. Ensuite, l'École ouverte, un autre service du gouvernement du Québec en ligne, où il y a plein d'outils pour apprendre le français, perfectionner son français écrit, par exemple. On parle ici d'outils qui peuvent servir à tout le monde. Là, je ne parle pas seulement des gens qui ne maîtrisent pas le français ou dont le français n'est pas la première langue. Mais aussi, vous et moi, si vous avez des petits problèmes de conjugaison ou quoi que ce soit, il y a vraiment beaucoup d'outils sur cette plateforme-là. Ensuite, entre autres, le Centre de services scolaires, l'ancienne commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui offre des cours de francisation, cours de français, différents niveaux. Encore là, ça peut être pour des immigrés récemment arrivés ou des gens qui veulent juste parfaire leur français oral. C'est des cours très bien bâtis. J'ai déjà fait affaire avec eux. C'est très intéressant et ça ne coûte vraiment pas très cher. Ensuite, Centre de services scolaires de Montréal, encore une autre commission scolaire. Ils ont plein de services là, pour vous selon votre région. Puis là, je parle de Montréal, mais il y en a aussi en région. Il suffit d'aller en ligne et puis vous allez sûrement trouver plein de choses. D'ailleurs, le projet de loi 96 prévoit la création de Francisation Québec, un guichet unique qui fournit des services d'apprentissage du français aux personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas en mesure de communiquer en français et qui sont à l'emploi d'une entreprise visée par la loi. Encore une fois, les modalités de ces services-là n'ont pas été précisées pour l'instant. Ce sera à surveiller. Parlant du projet de loi 96, je vais vous donner d'autres grandes lignes. J'ai quand même couvert pas mal d'aspects, mais je voulais me pencher là-dessus un petit peu avant de terminer. Donc, les règles de francisation qui s'appliquaient aux entreprises employant entre 50 et 99 personnes s'appliqueront également aux entreprises comptant de 25 à 49 employés. En gros, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il faut généraliser l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise. Et il faudra que ces entreprises-là obtiennent leur certificat de francisation et le maintiennent.
Ensuite, l'OQLF pourrait imposer un comité de francisation aux entreprises qui emploient entre 25 et 100 personnes. Le mécanisme de décision pour ça, là, à qui l'OQLF pourrait imposer un comité, ce n'est pas clair pour l'instant, mais on peut imaginer que ce sera surtout pour les entreprises qui ont de la difficulté à mettre des mesures de francisation en place. Enfin, le projet de loi vient renforcer l'obligation de respecter le droit des consommateurs et consommatrices à obtenir le service en français. Encore là, les modalités ne sont pas précisées. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais comme je le disais un petit peu plus tôt, il va y avoir aussi des mécanismes pénaux. Donc, il va falloir faire attention de bien servir vos clients en français. Les réactions au projet de loi 96, j'ai fait un petit tour d'horizon dans les derniers jours. Je me suis penchée sur les organismes qui risquaient de vous intéresser. Donc, du côté d'organismes comme le Conseil du patronat du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou encore la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les réactions sont semblables. D'abord, on s'inquiète pour la paperasse additionnelle que les PME vont devoir gérer. D'ailleurs, la FCEI évoque la politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et administratif et demande qu'une analyse d'impact réglementaire soit réalisée et rendue publique dans les plus brefs délais. Il y a aussi des inquiétudes au sujet des restrictions liées à la capacité du personnel de maîtriser d'autres langues. Bon, on le disait tantôt, la pénurie de main-d'œuvre, on ajoute des critères, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a certains organismes qui s'inquiètent pour ce qui est des relations extérieures au Québec, l'exportation, le commerce transfrontière. Ça sera à surveiller. Je suis certaine que ces organismes-là vont faire des représentations pour vos intérêts. Par contre, il y a tout de même une réaction positive à la création de Francisation Québec. Selon la FCEI, ça faisait partie des demandes des propriétaires de PME pour améliorer la situation du français. Je m'en voudrais de ne pas parler de qualité, la qualité du français qui est souvent négligée. Donc, un français de qualité démontre votre sérieux et vous rend plus crédible. Commencez avec un français impeccable, un grand respect pour la culture, une note locale. Ajoutez de la clarté dans vos idées et de l'ordre. Le résultat final, un message bien compris qui renvoie une image professionnelle et donne confiance aux consommateurs et consommatrices. Parce que faire des affaires en français, c'est un véritable avantage concurrentiel. Je vous dis en terminant que j'ai récemment rédigé pour le CQCD un guide de francisation dans les commerces qui va sortir bientôt. C'est sûr qu'avec l'annonce de la semaine dernière au sujet des changements à la Charte de la langue française, je suis obligée d'en réécrire quelques parties, mais ça s'en vient bientôt, promis. Me revoici pour la période de questions. Merci beaucoup, beaucoup, Annick. C'était énormément d'informations pertinentes. J'espère que vous êtes du même avis que moi. J'en avais discuté, Annick, de la disponibilité de la présentation aux besoins. Oui, certainement. Si jamais il y en a qui sont intéressés parmi vous, n'hésitez pas. Mais d'emblée, je crois que c'est quelque chose que je pourrais vous partager. Alors, allons-y maintenant. Attaquons. On a quand même plusieurs questions. D'ailleurs, l'auditoire est resté accroché tout le long de la présentation. Puis là, on est prête maintenant pour les questions. Donc, je commence. Si l'entreprise est plus petite que 25 employés, est-ce que c'est contre les lois de la Charte de fournir parfois du contenu dans une langue autre que le français? Par exemple, les conférences globales de l'entreprise. En fait, l'obligation de l'entreprise, c'est de fournir du matériel en français. Là, je n'ai pas les détails. J'entends le mot global. Alors, est-ce que c'est une entreprise qui est pan-canadienne ou internationale? À ce moment-là, il y a des nuances. Par contre, je vous dirais qu'il y a deux types de communication importants. Les communications, les documents nécessaires à l'accomplissement des tâches et les autres qui sont plus
du matériel facultatif. Donc, tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement des tâches au Québec doit être fourni en français. Si on fournit d'autres documents qui ne sont pas nécessaires au travail, à ce moment-là, ça peut être fait dans une autre langue. Encore là, il faudrait faire attention à la proportion de ces documents-là. C'est là que ça se joue. Si on fournit constamment de la documentation en anglais, ben, ça peut être problématique. Puis, il y a peut-être des employés qui vont réagir aussi. Merveilleux. On en a une autre. Il y a un petit peu de contexte. Merci. Bonjour Annick, merci beaucoup pour ton temps et pour toute cette information très pertinente. Je voulais connaître ton avis au sujet du loophole que certaines équipes utilisent lorsqu'ils publient des annonces à l'intention de toute l'entreprise sur des plateformes internes comme Yammer. Au lieu de faire traduire la publication par une équipe hyper compétente, il se fie à l'option Translate this post. Ne parlons pas des résultats assez douteux, mais cette option est-elle envisageable pour être conforme à la loi? Merci. Ah! La fameuse traduction automatique. J'ai vécu ce problème-là. C'est difficile de répondre à cette question-là, je dois avouer. Les outils de traduction automatique sont de plus en plus performants, si je peux dire, et peuvent servir assez bien dans certains contextes. Ça donne une idée là, du sens que la personne, du message de la personne, mais évidemment, ce n'est pas tout à fait au point. Je dirais que si la documentation, les échanges, encore une fois, servent au travail, c'est des consignes pour accomplir le travail, à ce moment-là, j'ai beaucoup de difficultés à penser que l'OQLF cautionnerait ce genre de pratique-là si le message est incompréhensible. Et d'ailleurs, dans un des documents mis à la disposition du public sur le site de l'OQLF, on parle entre autres des médias sociaux où il y a tous ces outils-là de traduction automatique et on mentionne justement que les messages incompréhensibles ne sont pas acceptables là, aux yeux de l'Office dans les échanges liés au travail. Donc, j'ai pas de réponse toute faite, malheureusement. C'est une problématique assez complexe. Je dirais que si vous avez au moins une partie de vos employés qui peuvent alimenter la conversation en français, si vous pouvez faire un mélange des deux, ce serait souhaitable. Encore là, vous pouvez toujours parler à votre conseiller de l'Office qui peut vous aider, vous guider là-dedans. Parce que je parlais de généralisation tout à l'heure, je vais bifurquer un petit peu, mais je pense que c'est un élément important dans la réponse ici. La généralisation du français, ça ne veut pas dire de tout traduire, que chaque document qui circule ou chaque conversation ou chaque réunion doit être absolument en français. La généralisation, ça le dit, c'est qu'en règle générale, dans l'entreprise, on fonctionne en français. Ça peut varier là, d'une entreprise à l'autre, d'un service à l'autre même, mais il y a quand même un certain ratio qui est attendu de l'Office. Puis là encore, c'est en discutant avec un conseiller de l'Office que vous allez pouvoir déterminer votre ratio idéal et acceptable. Excellent. Merci beaucoup. Alors, allons-y avec qu'est-ce qui serait une raison valable d'exiger la connaissance d'une autre langue? Bien, par exemple, si vous êtes une entreprise exportatrice, je donne cet exemple-là, vous faites énormément affaire avec des marchés internationaux où la langue commune est l'anglais, bien, à ce moment-là, si vous avez des employés qui sont appelés quotidiennement à faire affaire avec des gens de l'extérieur, bien, on peut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de maîtriser l'anglais, c'est une évidence. Encore une fois, l'Office n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues aux entreprises. Au contraire, l'Office est là pour les soutenir, pour les aider à remplir leurs obligations, mais aussi à faire des affaires là, et à prospérer.
Donc, tout ce qui est relations internationales, etc., un employé qui serait au cœur de ces activités-là devrait parler cette autre langue-là. Par contre, une autre personne dans l'entreprise qui n'a pas ces contacts-là, qui travaille dans l'usine, par exemple, ben, on ne peut pas exiger la connaissance de l'anglais. Bon, il y a certains milieux où il y a des exemptions, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais c'est vraiment du cas par cas. Puis du gros bon sens, comme je disais, s'il n'y a aucun contact avec des personnes externes à l'entreprise en anglais, ben, il n'y a pas lieu d'exiger la connaissance d'une autre langue que le français. Très clair. On va y aller avec une dernière question. On a encore du temps, honnêtement. Fait que s'il y en a parmi vous qui aimeraient poser encore quelques petites questions, vous avez le temps. Sinon, on finira avec celle-ci. Est-ce que pour avoir mon certificat de francisation, absolument tout ce que je fais doit être en français? Bien, je pense que j'ai répondu à ça tout à l'heure un peu. Encore une fois, généralisation et parlant du processus de certification, il y a d'abord une analyse de la situation de l'entreprise que vous devez faire et présenter à l'OQLF, à votre conseiller, conseillère. Après cette analyse-là, l'Office va déterminer si votre situation mérite un certificat de francisation ou va vous proposer un programme pour arriver à remplir les critères. Donc, ensemble, vous allez travailler avec le conseiller ou la conseillère qui vous a été assigné pour mettre des correctifs en place et arriver à obtenir votre certificat. Par la suite, c'est là que c'est le plus difficile, je vous le dis, j'ai l'expérience, c'est de maintenir les acquis, maintenir le certificat. Donc, à tous les 3 ans, vous devez déposer un rapport triennal qui confirme que ce qui avait été fait a été maintenu et donc votre certificat est renouvelé. Donc, à tous les 3 ans, il y a une autre analyse que vous devez faire et soumettre à l'Office pour confirmer que ce que vous avez mis en place est encore bien vivant. C'est là que les inquiétudes là, des différents organismes que je mentionnais tantôt, c'est là que ça se concentre parce que c'est vrai, c'est de la paperasse, je l'ai fait. Puis bon, je l'ai fait dans des grandes entreprises, il faut dire, donc des logiciels, des systèmes informatiques, il y en a des fois des centaines. Dans une plus petite entreprise, ben, on contrôle davantage nos outils, nos documents, tout ça, nos façons de faire. Donc, comme je le disais au début, je vous conseille vraiment de partir du bon pied puis de vous équiper en français parce que ça va vous servir tout le long de l'existence de votre entreprise. Excellent. Ben, on va terminer sur cette note. Merci à tous de votre participation. Merci infiniment, Annick, pour votre temps aujourd'hui, puis pour le contenu. Soyez assurés, chers participants, on va vous envoyer un petit courriel de suivi aujourd'hui avec les liens mentionnés et les outils mentionnés. Aussi, n'hésitez pas, on a la programmation se continue. On a un panel demain après-midi à 13h à ne pas manquer. C'est une exclusivité membre du CQCD. Donc, tous les liens sont sur le cqcd.org pour les détails de la programmation. Donc, je vous remercie à tous encore pour aujourd'hui et à la prochaine. Bonne journée.